Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Logique juridique. Fondé par Gérard Marcoux. Dirigé par Jean-Claude Nemery et Thomas Peyroux. Le droit n'est pas seulement un savoir. Il est d'abord un ensemble de rapports et pratiques que l'on rencontre dans presque toutes les formes de société. C'est pourquoi il a toujours donné lieu à la fois à une littérature de juristes professionnels, produisant le savoir juridique, et à une littérature sur le droit, produite par des philosophes, des sociologues ou des économistes notamment. Parce que le domaine du droit s'étend sans cesse et rend de plus en plus souvent nécessaire le recours au savoir juridique spécialisé, même dans des matières où il n'avait jadis qu'une importance secondaire, les ouvrages juridiques à caractère professionnel ou pédagogique dominent l'édition, et ils tendent à réduire la recherche en droit à sa seule dimension positive. À l'inverse de cette tendance, la collection Logique juridique des éditions L'Harmattan est ouverte à toutes les approches du droit. Tout en publiant aussi des ouvrages à vocation professionnelle ou pédagogique, elle se fixe avant tout pour but de contribuer à la publication et à la diffusion des recherches en droit, ainsi qu'au dialogue scientifique sur le droit. Comme son nom l'indique, elle se veut plurielle. Dernière parution. Demba Mbo, Le secret dans l'arbitrage international, approche critique 2021. Benoît Grémard, De l'arme nucléaire française. Essai sur la constitutionnalisation de la force de frappe, 2021. Gladys Trezenem, La dignité de la personne humaine et le juge administratif, 2021. Chrissy Papanikaolaou, Le principe de l'État social, Étude sur les limites de l'activité législative en droit comparé français et hellénique, 2021. Yves-Gabriel Djeyakamdom, La responsabilité des ordonnateurs des crédits publics dans le système financier contemporain. Étude des droits camerounais et français, 2021. Remerciements. Je remercie tout particulièrement M. David Bisson, professeur et directeur de mémoire, qui m'a guidé et encouragé tout au long de mes recherches et dont les conseils avisés m'ont permis d'aller au bout de ma démarche. Sigle. ACRO, Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest. AIEA, Agence internationale de l'énergie atomique. AFP, Agence française de presse. AMF, Autorité des marchés financiers. ASN, Autorité de sûreté nucléaire. CEA, Commissariat à l'énergie atomique. CFDT, Confédération française démocratique du travail. CGT, Confédération générale du travail. CPA, Comité permanent amiante. CRIRAD, Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. ESB, Encéphalopathie spongiforme bovine. MDO, Maladie à déclaration obligatoire. OCDE, Organisation de coopération et de développement économique. ONG, Organisation non gouvernementale. ONU, Organisation des Nations Unies. Introduction. Dans ses essais, Montaigne avait dit « L'ignorance qui se sait, qui se juge et qui se condamne, ce n'est pas une entière ignorance. » Loin d'imaginer plus tard que les individus se réaliseraient dans cette forme d'ignorance voulue ou acceptée, ceci de manière presque inconsciente et à des fins bien moins nobles et justifiées qu'une curiosité humaine lassée, voire incapable de se combler. Pourtant, c'est précisément de cette ignorance cachée que surgit le problème aujourd'hui. Une ignorance qui permet de pérenniser des situations inconcevables ou apparemment inextricables, au profit d'une quelconque productivité ou d'un orgueil qui refuse à tout être humain de remettre en cause des actions élaborées et suivies depuis plusieurs années, une coutume récente mais à espérer éphémère. Ce phénomène que l'on acceptera d'appeler orgueil, est justement ce que tentent d'abolir les soi-disant lanceurs d'alerte. Une usurpation et une hypocrisie qui, parce que tel est l'usage, l'efficacité prouvée, la rentabilité ou la commodité, devrait donner raison à toutes sortes de pratiques corrompues et malhonnêtes pouvant parfois mettre en péril la vie de milliers d'individus ou entériner l'injustice en aidant des criminels à faire fructifier leurs biens malencontreusement acquis. Le comble demeure sûrement quand une partie de la population, encore défiante face à un acteur pourtant ancien, condamne des actes dont la forme vient à choquer quand le fond, lui,
est totalement occultée. Dans une société du paraître, la manière d'agir prévaut sur l'action et les paroles mêmes. Qu'importe que la vérité ait éclos, le secret professionnel et la loyauté envers l'entreprise ou la hiérarchie ne peuvent être trahis sans engendrer la déchéance du lanceur d'alerte, exposé alors tel un individu sans valeur respectable par la société. Snowden, Assange, Antoine Deltour, des héros pour les uns, des usurpateurs et des lâches pour les autres, mais dans tous les cas des individus abandonnés, oubliés par tous et leurs États en premier. Le seul intérêt qui les maintient dans les radars médiatiques étant les interminables poursuites en justice, qui transforment ces procès en véritables acharnements d'acteurs souvent immenses et fortunés face à un individu isolé et sans ressources, puisque sans travail désormais. Inemployable par la suite et sans situation sociale stable, il était temps pour ces individus de trouver au moins une existence officielle, avec l'inscription d'un statut juridique, leur donnant des droits comme des devoirs. L'ignorance ne devrait alors plus servir d'excuse. Pourtant, une idée intéressante soulevée par le sociologue Niklas Luhmann est celle du refus d'apprendre des individus dans un système où la société tout entière peut se reposer sur l'acquis existant que sont les institutions, le droit et plus largement sur la morale dominante, favorisée par cet ensemble politico-juridique et social. L'acquis donne une forme de connaissance qui rend moins nécessaire la recherche ou l'apprentissage de biais différents, surtout quand il s'agit d'un système de plus en plus complexe où la société elle-même ne semble plus savoir où aller ni ce qu'il faut choisir. Le bien et la justice, perdus dans les concepts modernes de l'éthique libérale induite par l'ouverture des marchés et des capitaux ainsi que des mœurs et des cultures, ne sont plus des repères reconnus ou partagés par l'ensemble des individus. Ils sont devenus des notions abstraites, à leur tour individualisées, suite naturelle du mouvement de privatisation du fait religieux, qui rend impossible toute entente valide d'une voie à suivre et de base irréfutable. Le monde du doute s'est installé dans une société toujours plus complexe, noyé dans la multitude des sous-systèmes qui jaillissent sous prétexte de favoriser chaque identité, chaque groupe d'intérêts, ou des minorités infimes, et donnent ainsi autant de représentations diverses et d'interprétations, tels les idéaux universels, bien et justice, qui semblent à jamais enterrés dans les théories de philosophie politique et économique. Le refus d'apprendre pourrait trouver obstacle dans la diffusion forcée d'alertes, opérée par des lanceurs, agissant comme une alarme de conscience et empêchant un instant l'endormissement des individus dans une forme de léthargie politique, une nonchalance, dangereuse pour la société et les institutions démocratiques. Si le phénomène des lanceurs d'alerte et l'émergence de ce nom dans le langage médiatique sont récents, le fait d'alerter une autorité d'un dysfonctionnement quelconque ou d'une forme d'abus commise au sein d'un système, politique, financier, économique, est lui intemporel. De tout temps, il a existé des individus plus ou moins sensibles à l'harmonie de leur cité et à celle de leurs institutions. Sous l'Antiquité, les parésiastes étaient ces personnes qui avaient le courage de dire la vérité. Une personne dotée d'assurance et de franc-parler, vertu essentiellement politique. De même, ils étaient autant critiqués quand ils déclamaient des faits qui venaient heurter la bien-pensance majoritaire. La vérité porte en elle un acte politique. Une notion du risque donc déjà présente dans l'acte de la déclamation publique. D'autant que les pratiques d'espionnage et du secret des affaires représentaient les mêmes obstacles à la diffusion de la vérité sur la scène publique qu'aujourd'hui. Une distinction à faire cependant avec les lanceurs d'alerte du XXIe siècle est l'aspect philosophique qui accompagnait l'alerte. Un état d'esprit de lutte pour la vérité et de détachement par rapport aux conventions sociales, affranchissement qui faisait du parésiaste un être plus libre que le reste des citoyens. Notre siècle est sans doute le premier au cours duquel la rapidité des changements intervenus dans les choses de ce monde dépasse les changements intervenus parmi les habitants. Le rétrécissement constant de l'appréciation de la durée d'une génération est un symptôme alarmant de ce nouvel état de choses. Un point intéressant observé par Hannah Arendt est la constance dans la lutte entre la double volonté au changement et à la stabilité qui s'opposent pourtant. Si le phénomène des lanceurs d'alerte bouleverse autant les sociétés d'aujourd'hui, cela peut relever de ce que les changements survenant de façon plus pressante et soudaine finissent par déstabiliser les individus dont l'inconscience appelle unanimement à une réfraction de telles réalités,
et donc à des réactions conservatrices dans le sens de la mise en pause d'un monde aux évolutions trop brutales pour être accepté paisiblement. En sonnant l'alerte, ils agissent comme des réveilleurs de conscience jusqu'ici en sommeil et ouvrent les yeux sur les horribles vérités qu'on préférerait rester cachées. Ces actes ne sont pas condamnables en soi car ils sont des réactions humaines, directement attachées aux instincts dont on sait la force qu'ils peuvent exercer sur les passions de l'homme. Aujourd'hui, si la pratique de la déclamation sur la scène publique est toujours d'actualité, des points ont cependant changé. Premièrement, l'aspect philosophique, qui se restreint maintenant plus à un caractère individuel de conscience et de moralité. Bien que le terme de bien commun ou d'intérêt général soit régulièrement repris dans les textes, il s'agit avant tout d'une considération personnelle, un acte certes porté par la vérité et poussé par une aspiration de justice. L'accueil a lui aussi changé, car l'alerte devient moins facilement étouffable. Les acteurs se trouvent d'une certaine façon protégés par le système qu'ils dénoncent, leur vie n'étant plus mise en danger. Enfin, utilisant le plus souvent la scène médiatique, dotée d'une immédiateté sans précédent due aux moyens d'information modernes, l'alerte s'adresse désormais à un public plus large et averti. Un public conscient aussi des imperfections du système démocratique, mais dont la vie demeure politisée. La place de ces acteurs marginaux dans la sphère publique fait donc autant débat entre les citoyens qu'à l'époque de Socrate et de Diogène. Et un débat qui regarde en plus la définition à donner à ces acteurs. Car chaque pays en donne des caractéristiques différentes, variées. Il y a l'auxiliaire de justice ou collaborateur de service public, approche américaine qui tend à se généraliser, le prophète de malheur, approche plus française, le révolté, le parésiaste, le déontologue, le panoptique. Il demeure toutefois un trait commun, qui est souvent plébiscité par les textes. Le lanceur d'alerte doit incarner au minimum l'intérêt pour autrui, et au maximum l'intérêt général. Face à la complexité des définitions, certains souhaiteraient voir se dessiner sur la scène internationale une définition plus stricte et minimale qui permettrait son homogénéisation et sa portée universelle, ainsi que la reconnaissance des personnes physiques et morales de droit public et privé. Un lanceur d'alerte est donc une personne qui, consciente d'un mal qui s'opère, en informe la société pour s'assurer de la considération et de l'éradication du problème. Enfin, après les pays nordiques, la Suède et la Norvège qui proposent des lois favorables aux lanceurs d'alerte, ce sont les États-Unis qui se tiennent à la pointe dans le domaine. Or, se tenir pionnier en matière de législation pour la reconnaissance des lanceurs d'alerte dans le monde, ne signifie pas pour le pays une meilleure protection de l'acteur et une plus grande liberté d'expression et d'information. Il consiste bien au contraire en un contrôle de l'orientation que vont prendre les législations futures et leurs interprétations nationales. Les États-Unis entendent imposer une nouvelle fois une vision proprement démocratico-américaine de l'encouragement à la délation, dans le domaine financier avant tout, mais surtout ils annoncent un principe de contrôle-surveillance entre les citoyens eux-mêmes qui facilite non seulement le travail des États mais nuisent aussi à leur propre liberté en instaurant un système où la sécurité est mot d'ordre. Et c'est ce paradigme qui inquiète les populations, face à l'engouement grandissant pour l'innovation juridique. La concentration des lanceurs d'alerte sur le paysage politique n'est donc pas une tendance isolée, elle est plutôt l'annonciateur bien visible d'un mal plus profond et stagnant depuis quelques années déjà, d'une crise de l'autorité, d'une crise des repères et d'une remise en cause générale des valeurs et des principes qui avaient guidé l'humanité à travers l'histoire et jusqu'ici. L'affaire de ce travail réside alors, grâce à une première partie de remise en contexte avec les scandales liés à l'amiante, à la vache folle et au nucléaire, et d'un historique non exhaustif des actions d'alerte en France et à l'étranger, à réinscrire le débat de la parole publique dans un environnement hostile à la vérité et dont le droit montre ses premiers signes d'effritement. Des effritements de plus en plus manifestes dans les sociétés modernes, qui par la présence des lanceurs d'alerte, annoncent la vérité d'un dysfonctionnement plus profond que les scandales dénoncés, celui de la déliquescence des socles sur lesquels reposent les démocraties. Le droit étant le socle principal à ce régime, il ne fonctionne qu'à travers le contrat social entre les citoyens et le législateur. Une revue des lois existantes est nécessaire à l'appréhension de la porosité du droit. Enfin, un fait plus aléatoire qui est celui du mensonge en politique et du problème des représentations.
2 points qui entravent les réalités d'un monde social et politique alors en proie à tous les subterfuges. Première partie, l'émergence du statut des lanceurs d'alerte, un statut introuvable. L'accumulation brutale des affaires au cœur des espaces publics et démocratiques dans le monde occidental est à l'origine d'une nouvelle conscience juridique en termes d'encadrement et de protection des alertes par les citoyens. Le contexte, des années 1990 et années 2000, la multiplication des risques et des catastrophes, leur traitement médiatique et les premières grandes affaires. Au début des années 1990, les scandales se sont bousculés dans le nouveau paysage médiatique, du fait de l'innovation technique, de l'augmentation de la production et de l'ouverture des marchés. Les problématiques nouvelles devant lesquelles les gouvernements se sont retrouvés les ont forcés à mettre en place des moyens plus adaptés pour leur traitement. Une adaptation toujours d'actualité. Les années 1990 et 2000, l'émergence d'une société des risques. De nouveaux moyens de diffusion de l'information. Avec l'arrivée d'Internet et un peu plus tard des médias, les années 1990 et le début des années 2000 ont concentré en elles des changements profonds, soudains et irréversibles pour les sociétés modernes. Il consiste spécifiquement en une période butoir laissant la porte grande ouverte à toutes les formes d'évolution de technologie d'abord et donc des sociétés. Ces évolutions étant poussées par la nouvelle interconnexion permanente entre le monde entier. À partir de cette interconnexion des sociétés entre elles par l'intermédiaire de l'Internet et des réseaux, ces nouveaux moyens regroupés sous le nom aujourd'hui de l'espace numérique, les informations ont d'un seul coup explosé, alors libres de traverser les câbles et les pays, entrant dans les foyers sans prévenir et sans obstacle physique ou presque. Des faits avant inconnus ou inaudibles se trouvèrent propulsés sur l'avant de la scène numérique, relayés par des individus des 4 coins du monde. Et avec eux des affaires qui ne pouvaient plus être confinées sur leur seul territoire d'origine. C'est dans ce premier contexte que les grandes catastrophes qui ont bousculé la fin des années 1990 et le début 2000, l'amiante, la vache folle, Clearstream 1, ont pu voir le jour. Affichant avec elles les noms d'individus jusqu'ici anonymes, et les exposant à la vue et à la critique de millions de spectateurs. En effet, il ne s'agissait maintenant non seulement de la divulgation de faits informations à la connaissance du public mais également de l'étalage d'émotions qui, avec l'audiovisuel, a transformé la réception et l'interprétation des faits, alors destitués d'une partie de leur objectivité, en réceptacles de sentiments et de réactions nombreux et violents. Une confusion générale soudaine alimentée par l'intensification tout aussi rapide de l'activité économique. De multiplication des risques avec l'intensification de l'activité économique. Avec l'arrivée des nouvelles techniques d'information et de communication, NTIC, la globalisation de l'économie financière et le développement des moyens de production, les engrais, les pesticides, les photosynthèses, le cosmétique, les abattoirs, les multinationales, le travail en chaîne, Fordisme, ou l'enrichissement accéléré au détriment d'une plus grande pauvreté, sous-travail et misère, sont autant de raisons nouvelles qui mènent à des catastrophes et des scandales fréquents. 3. Amplification des catastrophes. Ainsi l'amplification des catastrophes, au vu des différents et nombreux facteurs d'évolution récente, s'ajoute au traitement sensible d'alertes éparses et de la prise en compte d'individus que rien ne présageait à être sous les projecteurs. Un tel phénomène rend critique l'appréhension de ces nouveaux acteurs internationaux, et leur reconnaissance publique encore moins aisée. Les scandales ne peuvent plus se résoudre dans le seul cadre confiné de l'entreprise et ou des acteurs concernés. Leur médiatisation amplifie largement leur impact et cristallise autant leur résolution. Les réactions hostiles et contradictoires envers ces individus s'avèrent tout à fait naturelles. La confusion qu'elles ont générée parmi les sociétés en font des éléments et un phénomène dangereux. Apportant un semi-chaos, du moins dans la conscience collective perdue face à tant de nouvelles informations lâchées telles une bombe, les lanceurs d'alerte ont, en voulant rendre les activités humaines plus respectueuses et transparentes, eux-mêmes participé à l'entretien du désordre qui imprègne chaque jour les démocraties. L'image du détonateur leur convient parfaitement. Ils sont les précurseurs d'une crise plus générale, plus profonde, menaçant les sociétés démocratiques au-delà des frontières.
4 Théorisation Pachatoreno, le cas de l'amiante. Les lanceurs d'alerte authentiques sont des individus dont le métier n'est pas d'informer, mais qui sont dans une situation imprévue et face à des dilemmes. Ces individus vont déranger les pouvoirs en place ou avoir besoin d'un espace public, créé pour penser le problème. Amener des arguments, des témoignages, recouper des phénomènes, pour changer le droit ou contester la possibilité de poursuivre dans un système économique donné. Le lanceur d'alerte ouvre un espace critique, politique de bout en bout. Cette définition éclaire entièrement les faits qui se sont déroulés tout le long des années 1950 et jusqu'au début des années 2000. Avec autant d'affaires qui ont défrayé la presse et les gouvernements consécutifs. Ceux que l'on dénomme aujourd'hui lanceurs d'alerte étaient, au moins jusqu'à ce jour, de simples citoyens alertés qui, conscients d'un danger imminent ou potentiel, et par souci de conscience professionnelle et ou individuelle avaient inquiété les pouvoirs publics en transmettant, en regroupant des informations qui étaient encore mal prises en compte, de par un manque de coordination des administrations mais aussi d'un manque d'expérience et de recul quant aux actions qui doivent être prises dans de telles situations. 3 grandes affaires ont marqué la scène médiatique lors de cette période, dès les années 1970 jusqu'aux années 2000, et dans la continuité un peu encore aujourd'hui. L'amiante, la maladie Creutzfeldt-Jakob suite à l'affaire de l'encéphalopathie spongiforme bovine, ESB, plus connue comme l'affaire de la vache folle et le problème des radiations nucléaires et de leurs déchets. Dans les années 1970, en plus d'un contexte propice aux contestations sociales, choc pétrolier, dévaluation avec la fin du système Bretton Woods, fin de la convertibilité du dollar en or, ouverture mondiale des marchés financiers, mouvement étudiant, centralisation du pouvoir en France, les dossiers de contamination de l'air par l'amiante empilés un peu partout sur le territoire, sans que les autorités ni les industriels ne soient préparés à ce genre de conséquences sur la santé et pour les populations. Le flocage d'amiante est un isolant utilisé dans le bâtiment pour protéger les infrastructures du feu, de l'électricité et d'autres produits chimiques ainsi que pour sa qualité d'absorbant. Minéral puissant et à faible coût, d'où son surnom de Magical Mineral. La quasi-totalité des infrastructures en France était isolée avec ce matériel et les alternatives connues n'avaient pas prouvé d'efficacité plus grande ni d'absence entière de danger. Polyvalent, il sert aussi comme liant, c'est-à-dire qu'on en ajoutait systématiquement dans les cols, les peintures, les plâtres, ou dans d'autres installations électriques telles que les sèche-cheveux ou les radiateurs. La particule était présente partout. L'annonce d'une possible contamination de l'air par l'amiante et de risques pour la santé a donc été un coup dur pour les professionnels comme pour les populations, dont la nécessité de ce minéral rendait incertaine le désamiantage global et serein. De plus, si des cas de contamination avaient déjà été signalés plus tôt, dès les années 1950, c'est aussi le manque cruel de communication autour du produit et de ses dangers qui a étalé dans le temps la découverte, l'analyse et la résolution du problème de l'amiante. Aujourd'hui, les entreprises de désamiantage sont toujours actives et leur travail, s'il est réalisé dans une plus grande discrétion, démontre la lenteur d'action des autorités responsables du contrôle, de l'hygiène et de la sécurité des biens publics ainsi que le manque de moyens. Les opérations de désamiantage ayant un coût très élevé, il faut effectivement faire intervenir une équipe de professionnels, protéger les travailleurs, enlever toutes les particules d'amiante, invisibles à l'œil nu, et les remplacer par un autre produit dont l'innocuité n'est pas plus démontrable au long terme. Qui doit payer pour de tels travaux ? Les propriétaires des infrastructures ou les services publics, s'il s'agit de bâtiments administratifs ou de services publics ? En plus des frais occasionnés, il faut également penser à la location de locaux intermédiaires qui seront alloués le temps de la réalisation des travaux, et tout simplement penser à faire contrôler en amont les installations par des contrôleurs formés. Le scandale ne résidait donc pas dans l'apparition au grand jour de nouveaux acteurs, qui pouvaient certes incarner le prophète de malheur, mais dans l'impasse dans laquelle il plaçait les autorités et les industries, mais aussi les populations, quant à l'irréversibilité du processus enclenché alors, celui de la décontamination. Ce phénomène qui annonce l'irréversibilité du processus de l'alerte est justement la partie la plus gênante, la plus incommodante pour les autorités et même pour tous les acteurs concernés par l'alerte, car il les met devant le fait accompli, sans ne plus pouvoir cacher ni enfouir le problème,
le nombre de personnes averties constituant un rempart efficace et un surveillant constant et pointilleux de sa prise en main. Finalement, la dénonciation de ces prophètes de malheur s'avère sûrement être la meilleure stratégie pour se déresponsabiliser. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.